Nous sommes au mois de septembre, un mois particulier pour l'Union africaine. Septembre a en effet été désigné un mois d'amnistie pour les personnes et les groupes en possession illégale d'armes légères et de petits calibres. Il s'agit pour l'UA de permettre à ces personnes et groupes de remettre les armes en leur possession avec la garantie de ne pas être poursuivis. Néanmoins, le mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et de développement, un organe de l'UA, constate amèrement que malgré les 2 ans que vient de durer l'amnistie, la situation demeure préoccupante. Les vols armés, viols, prolifération de groupes armés, etc. sont toujours d'actualité. La déclaration du mécanisme sortie à cette occasion épingle particulièrement à la région des Grands Lacs et le manque d'engagement des États dans l'application de cette mesure. En quoi le mois d'amnistie peut être bénéfique aux pays africains, la sous-région des Grands Lacs en particulier, et le Burundi? Qu'est-ce qui peut expliquer le manque d'engagement de ces mêmes pays africains? Nous en parlons dans cette 96e édition du Club de la Presse avec nos 2 invités. D'abord François Bizimana, journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe, ou plutôt secrétaire de rédaction de la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour et merci. Nous sommes également avec Gervais Nebigira, qui est vice-président du réseau des citoyens probes. J'allais dire propres, mais c'est presque la même chose, non? Non, c'est différent. C'est différent. Bonjour. Bonjour Franck. Et bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous commençons avec vous, François Bizimana. Je crois savoir que vous avez travaillé sur ce sujet. En quoi consiste cette mesure de mois d'amnistie, François? Ah oui, pour ce mois d'amnistie, c'est-à-dire au mois de novembre, c'est-à-dire il y a plutôt le mois de septembre, merci. C'est le mois de septembre, c'est ce mois même qui est en cours. Les pays, oui, sont engagés à réduire les effets, à réduire les violences liées aux armes légères qui pilulent dans la population. Donc c'est une mesure qui a été prise par les gouvernements africains. C'est une mesure franchement à saluer, étant donné que notre région... Tous les pays sont signataires. Les pays sont signataires, mais malheureusement que l'engagement à ce processus n'est pas du tout visible par tous ces pays. Et par exemple, si je donne dans certains pays, ici de l'Est africaine, on ne voit pas qu'il y a cette action. Il y a ce mois le mois est en cours, mais il n'y a pas des actions de retrait de ces armes, il n'y a pas d'engagement de ces gouvernements. Donc on se demande à quoi va servir cette décision ou cette convention entre ces pays. Et donc le principe n'a pas été suivi de fait? Oui. Le principe n'est pas en train d'être suivi, et même dans la déclaration de l'organisation MIRPD qui suit de près ce processus, c'est une désolation pour cette organisation qui regrette que les pays sont engagés à signer, mais ne s'engagent pas aux actions. Donc rien ne se fait actuellement. Gervais Nebigira, est-ce que pour vous c'est une bonne chose, et en quoi est-ce une bonne chose? Ah oui, c'est une bonne chose pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que dans la région de Grand Lac ou même en Afrique, il y a beaucoup d'armes qui prennent dans la population et il y a des conséquences parce qu'il y a des guerres, il y a des viols, il y a des violences aussi qui sont liées à la possession de ces armes. Donc cette mesure vient, si une fois elle est appliquée, elle vient pour alléger les souffrances de la population. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a une lenteur dans la mise en application de cette mesure. Donc aujourd'hui, si une fois la mesure est mise en application, on aurait moins de dégâts dans la population, mais aussi au niveau des gouvernants. Parce que là, il y a les gouvernants qui sont les garants de la sécurité, mais aujourd'hui, il n'y a pas une volonté manifeste de retirer ces armes de la population. Mais il y a, derrière là, peut-être il y a des réseaux, parce qu'il y a des réseaux politiques et sécuritaires aussi, parce qu'il y a des armes qui sont données, soit par le gouvernement, ou soit par ces groupes armés. Donc il y a la complicité de la possession de ces armes. Et donc d'où le manque d'engagement politique surtout, oui. Et le mécanisme d'initiative lie
le retrait de ces armes au développement. En quoi est-ce qu'il y a un lien entre le fait de retirer ces armes et le développement, ou le fait de l'existence de ces armes entre les mains, donc illégalement entre les mains de ces personnes, de ces groupes, et le développement? Oui, il y a un développement lié à la possession des armes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fois, il y a les groupes armés qui sont dans la forêt XY, il y a l'opération qui est là, qui n'est pas bénéfique pour le pays. Une fois que ces armes sont retirées de l'opération, c'est cette opération qui détenait ces armes pour aller dans des travaux de développement, par exemple en construisant des routes, en construisant des infrastructures sociales, mais aussi administratives. Donc c'est pourquoi, lorsqu'il y a la population qui possède beaucoup d'armes, il y a le manque d'engagement, même aussi au niveau de la sécurité. Il y a la sécurité qui est toujours menace pour la population, mais aussi pour ces mêmes populations qui possèdent des armes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, que ce soit en Afrique de l'Est ou dans d'autres parties de l'Afrique, il y a beaucoup de dégâts qui sont liés à la possession des armes illégales. Oui. Oui. François, le mécanisme d'initiative pour la paix et le développement signale que les États ne s'engagent pas effectivement. Gervais vient de parler du fait que certains gouvernements, certaines autorités sont complices. Est-ce que c'est la seule raison du manque d'engagement de ces États-là? Et moi, je pense oui. Regarde dans notre pays, par exemple, ou bien même dans certains pays, c'est ce que nous observons. S'il y a une milice, c'est-à-dire cette milice, comme le cas du Burundi, c'est une milice qui est armée par le même gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement va faire une chose et son contraire. Mais il y a gouvernement, la milice dont vous parlez, ce sont les Imbonerakure. Oui, ce sont les Imbonerakure au Burundi. Ils sont affiliés au CNDD-FDD. Je donne le cas de chez nous. Ce sont les autorités. Les autorités viennent du parti CNDD-FDD, c'est le CNDD-FDD qui est au pouvoir. C'est le CNDD-FDD qui a ses jeunes. Les jeunes appartiennent au parti CNDD-FDD et c'est le CNDD-FDD qui est au pouvoir. Donc, quand ces jeunes reçoivent des armes, ils sont armés par le pouvoir du CNDD-FDD. Donc, le pouvoir du CNDD-FDD, pour le cas de chez nous, ne peut pas s'engager à retirer les armes de ces Imbonerakure, alors que c'est le même gouvernement qui les a. Donc, même s'il est signataire de l'accord ou de la convention, c'est-à-dire que le gouvernement burundais fait une chose et son contraire. Nous reviendrons certainement sur le cas particulier du Burundi dans la deuxième partie de cette émission, mais est-ce que c'est la seule raison qui fasse que les États ne s'engagent pas? Bon, il y a aussi la garantie de ceux qui vont déposer les armes, de ceux qui vont remettre les armes volontairement. Est-ce qu'il y a cette garantie que franchement, ils ne seront pas poursuivis par ces États? Voilà, c'est un problème qui est là. Et il n'y a même pas d'exemple des groupes armés qui ont remis les armes. Et donc, pour vous, donc, ceux qui possèdent des armes, ça serait une façon de pouvoir les identifier? On peut les identifier, oui, c'est une façon de les identifier, et puis de les mater ou de les sanctionner. Oui, de les sanctionner sévèrement. Et ces groupes résisteront à ce que peut-être leur mission soit accomplie. Il vient de parler du fait que le texte, c'est bien qu'il y ait ce texte, c'est bien que cette mesure soit là, mais le problème, c'est que ceux qui possèdent ces armes-là n'ont pas la garantie qu'ils ne seront pas effectivement poursuivis. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est mon avis. Mais aussi, il y a l'intérêt économique là. Parce que ces armes ne sont pas fabriquées ici en Afrique surtout. Donc il y a derrière ces groupes armés ou ces milices, il y a ceux qui alimentent ces groupes armés, qui donnent ces armées de petit calibre. Donc c'est la complicité de cette situation. Il y a l'intérêt politique, l'intérêt économique, mais il y a aussi la garantie. Comme l'a dit mon ami François, il y a la garantie de ces groupes ou de ces personnes qui possèdent ces armes. Si aujourd'hui je remets l'arme, est-ce que je ne serai pas poursuivi? Ou est-ce que je ne serai pas vu de mauvaise par le pouvoir ou par mes amis, mes collègues de la localité? Donc, ça demande quoi? Ça demande un enseignement plus profond. Donc, il faut qu'il y ait la campagne
pour expliquer les réseaux ou l'avantage. Vous parlez de campagne, vous parlez de sensibilisation. Oui. Le même mécanisme d'initiative parle du fait qu'il regrette le fait que, par exemple, les organisations de la société civile, les médias et d'autres intervenants ne s'impliquent pas, eux aussi, dans la sensibilisation des publics cibles. Est-ce que c'est le cas pour la société civile, par exemple? Non, je sais que dans pas mal de pays, il y a des organisations qui s'occupent de la sensibilisation pour le cas de la possession des armes. Donc, pour la société civile, il y en a des organisations, que ce soit ici chez nous au Burundi, que ce soit au Congo, je sais qu'il y en a, et dans d'autres pays, il y en a. Donc, mais la volonté doit être politique, c'est-à-dire surtout les gouvernants. Sinon, la société civile, on est là pour demander, pour conseiller. Et donc, pour vous, le mois d'amnistie, le mois de septembre, c'est quelque chose de connu? Oh oui, c'est connu, mais l'application est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait eu au moins la campagne avant, c'était 3 mois avant, depuis le mois de juin, juillet, ça là, on aurait quand même peut-être des résultats. Donc, et des fois, je me souviens, on demandait au Burundi de mettre les armes quelque part où la police peut les voir. Donc, sans être identifié. Donc, oui, aller les déposer quelque part et puis se retirer. Je sais, il y a une période où on demandait de les remettre incognito. Oui. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une sensibilisation plus large, que ce soit du côté de la société civile, des gouvernants surtout, aussi, avec ces groupes, il faut approcher ces groupes armés. Parce que ces groupes-là, des fois, sont connus dans la plupart des pays. Donc, il a demandé de les remettre pour donner la garantie, mais aussi moyennant quelque chose. Parce que des fois, il y a ceux qui vivent de ces armes. Donc il faut une garantie. Est-ce que si demain je donne je ne vais pas mourir de faim. Oui, donc c'est un peu compliqué. Mais avant peut-être de poser une question, je reviens à l'Union africaine. C'est l'Union africaine, c'est l'initiateur qui veut que les dégâts liés aux armes soient réduits. Soient réduits ou anéantis. Mais est-ce que l'Union africaine, franchement, a cette force d'imposer au pays de le faire? Et si vous le Burundi, vous le Rwanda ou vous la RDC, si vous ne le faites pas, vous allez être puni, il y a des sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Donc il n'y a rien de contraignant. Il n'y a rien de contraignant. Donc c'est-à-dire qu'il y a même cette faiblesse au niveau d'engagement de ces pays et même des organisations qui pouvaient intervenir. Oui, donc il faut être beaucoup plus volontariste que... Oui. Mais avec quand même l'appui de l'Union africaine. Il faut que l'Union africaine agisse d'une façon visible, agisse vigoureusement pour que quand même ces armes qui pullulent dans la population puissent être retirées. Sinon, si l'Union africaine dit voilà, moi j'ai mis les textes et c'est fini, et voilà, les armes continueront à faire des dégâts ici en Afrique. On parlait tout à l'heure de l'engagement, notamment de la société civile, et le texte parle du fait qu'il y a un manque d'engagement de la part de ces organisations-là, mais également un manque d'engagement de la part des médias. Est-ce votre avis que les médias ne s'impliquent pas effectivement? D'abord, le fait que nous sommes ici, c'est-à-dire que nous nous impliquons dans l'affaire. Aussi, le fait que ça soit aujourd'hui ne signifie pas que les médias aussi avec le début du mois de septembre, on a diffusé des informations à rapport, on a traité le sujet, on a traité les communiqués. Donc on a tout fait pour que quand même la population et surtout éveiller ces pays, comme le Burundi qui est notre cible, pour que le pays se ressaisisse et qu'il puisse quand même faire des actions, montrer qu'il y a cette volonté, quitte à ce que les armes soient retirées de la population. Mais le fait de le faire une fois, ça fait 2 ans que cette mesure existe, c'est peut-être la première fois que la radio le traite. C'est le contexte auquel nous sommes. C'est un pays qui n'est pas en paix. C'est un pays qui, aujourd'hui, les armes sont dans la population, ne sont pas retirées de la population. Donc c'est une réalité qui est là. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le pouvoir de Bujumbura Odoitega qui va faire une chose de son contraire parce que dans des rapports
de Human Rights Watch, dans des rapports de la PRODH, on a mentionné que c'est le pouvoir même qui arme la population. Et si c'est le cas, franchement, je ne vois pas si le gouvernement pourra s'engager. On reviendra davantage sur le cas du Burundi. Mais quelque part, est-ce qu'il a dit que dans la mesure, dans les textes, il n'y a rien qui contraint les États à remettre, à s'activer pour que les groupes, pour que les personnes qui sont en possession illégalement de ces armes-là puissent les remettre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de communication de la part de l'Union africaine qui ne communique peut-être pas assez sur ce mois de septembre? D'une part, oui, mais il y a le manque de mesures d'accompagnement. Si une fois il y a les mesures qui sont prises parfois, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Donc s'il y a même les communiqués, s'il y a la communication qui est bien faite, sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement, il ne va pas y avoir de fruits. Notamment les mesures de contrainte. De contrainte, oui. Des fois, nous savons qu'il y a des pays où il y a beaucoup d'armes par rapport aux autres, parce qu'il y a des rapports qui sortent chaque année, mais l'Union européenne, l'Union africaine se réveille au mois de septembre pour faire les remarques, au lieu de faire des bilans et d'annoncer ce mois à l'avance, et de prévoir surtout les mesures d'accompagnement, surtout pour les pays qui ne mettent pas en application la mesure. Donc il faut qu'il y ait un engagement, que ce soit au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau des gouvernements. Surtout les gouvernements qui aujourd'hui ont beaucoup de groupes armés, des milices et aussi d'autres groupes qui peuvent être alimentés par le pouvoir en place. Oui. Nous reviendrons sans doute sur certaines recommandations qui n'ont pas été formulées en ce moment même par Gervais, qui seront peut-être complétées vers la fin de cette édition. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA et Inzamba Gatekakawe, la télévision Renaissance. Nous parlons aujourd'hui du mois de septembre décrété par l'Union africaine comme le mois d'amnistie pour permettre aux détenteurs d'armes légères et de petits calibres de manière illégale de les remettre sans être poursuivis. Pour cela, nous sommes avec Gervais Nebigila, vice-président du réseau des citoyens PROB, et François Bizimana, qui est secrétaire de rédaction de la radio Inzamba Gatekakawe. Avant d'en arriver au cas particulier du Burundi, certes l'UA parle du manque d'engagement des États membres, de la société civile ou encore des médias, mais est-ce que l'UA elle-même donne des preuves de s'engager réellement dans cette voie? Là, je suis en train de parler du fait, par exemple, d'avoir un budget pour appuyer certains États qui ne seraient pas en mesure de pouvoir le faire. Gervais. D'une façon générale, si l'Union africaine prend une mesure, donc il devait avoir un budget. Parce qu'il y a les pays qui ont besoin des moyens pour accompagner cette mesure. Mais il y a d'autres gouvernements qui ont des moyens. Parce qu'il y a des pays où il y a des mécanismes de retirer les armes dans l'opération. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ce problème. Donc il devait y avoir un budget conséquent pour appuyer les États qui se montreront comme incapables d'appuyer ces groupes armés ou ces personnes qui ont possession d'armes. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de budget, c'est qu'il y a d'une part une défaillance. Donc, il pouvait y avoir un budget réel alloué à ce processus de retirer les armes volontairement. Parce que s'il faut, il y a le budget, il pourrait même y avoir des fruits bénéfiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays où il est difficile. Par exemple, si on prend le Congo, il y a beaucoup de groupes armés. Et ces populations-là vivent de ces armes, parce qu'il y a là-bas, dans la forêt, il y a les moyens qui sont retirés de ces forêts, mais aussi à l'aide de ces armes. Donc, c'est l'un des moyens de vivre. Donc, il faut qu'il y ait un budget conséquent pour aider à mettre en application cette mesure. Accompagner les possesseurs de ceux qui possèdent ces armes-là. François, c'est presque une parenthèse. Lorsqu'on regarde l'actualité aujourd'hui avec ce qui vient de se passer, notamment en Afrique du Sud, est-ce que ce sont seulement les armes
petits calibres, les petites armes à feu qui constituent un danger dans la population, ou peut-on parler également d'armes blanches? On peut parler qu'il y a manque d'éducation. Il y a manque d'éducation, il y a manque d'encadrement de la population. Tu ne peux pas imaginer... et donc, si je vous comprends bien, le seul retrait ne suffit pas. Oui, hein? C'est ce que Gervais disait. Oui. Il faut un suivi et évaluation. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement. S'il y a ces fonds, s'il y a ces moyens, c'est-à-dire que les gouvernements pourront s'engager et surtout mettre en place des centres de rééducation, des centres d'encadrement, même des centres de... Si on parle d'encadrement, ça dit que ceux qui possèdent les armes, ceux qui vivent grâce à ces armes... La réhabilitation. Oui. Donc ils seront réhabilités, ils seront intégrés dans la population et surtout trouver même du travail. Voilà, c'est l'éducation en général. Mais tout à l'heure, vous parliez d'éducation. Ça veut dire l'éducation à la base ou juste ces personnes qui possèdent ces armes? Bon, c'est l'éducation à la base. C'est l'éducation à la base de toute la population. Parce que quelqu'un qui prend une arme, c'est-à-dire de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est-à-dire, quand ces gouvernements s'engageraient à encadrer leur population, si ce gouvernement engagerait à trouver du travail pour sa population, pour ses citoyens, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas cette prolifération d'armes. Il y a ceux qui prennent les armes pour juste, comme une affaire de vivre. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez, dans la première partie, vous aviez déjà commencé à parler de comment, la manière dont se comporte le gouvernement burundais par rapport à cette question, qu'il ignore pratiquement, comme si je vous ai bien compris. Est-ce que cela signifie que cette mesure jouerait contre les intérêts de certains gouvernements? Je pense oui. Je pense oui, mais je pense aussi non. D'abord, les gouvernements... Et qu'en est-il aujourd'hui par rapport au gouvernement burundais? Par exemple, au gouvernement du Burundi. Le gouvernement du Burundi, les autorités actuelles, ils veulent vivre le moment. Ils ne planifient pas pour l'avenir. Ils ne planifient pas pour l'avenir, ils veulent vivre le moment. Et en créant cette situation de cacophonie, en créant cette situation de chaos, ils s'implantent. Et ils s'implantent grâce à ces armes qui pullulent dans la population. Ça lui permet de durer. Oui, de durer. Et voilà qu'il n'y aura pas cet engagement de ces mêmes autorités qui veulent se maintenir au pouvoir sur base d'une situation qui n'est pas du tout normale, dans une situation qui n'est pas de paix, parce qu'ils trouvent qu'ici, franchement, il y a cette paix, il y a cette tranquillité, ils ne seraient pas peut-être des gouvernants. Voilà, ils veulent s'implanter au pouvoir, dans une situation de chaos, dans une situation où il n'y a pas de paix, et voilà, en s'implantant comme ça, ils veulent durer le pouvoir. Visiblement, François voudrait signifier que la présence de ces armes dans la population serait un facteur en fait qui permettrait au pouvoir de se maintenir et de faire sentir que la population a besoin de lui pour justement pouvoir la sécuriser, alors que c'est lui qui permet à ce que ces armes-là soient pilules dans la population. Oui, donc, une contradiction, c'est une situation contradictoire. Oui. Si on observe aujourd'hui dans notre pays, nous savons qu'il y a des groupes armés qui sont armés par le pouvoir. Donc, cette situation fait aider le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a sur les collines déjà armés qui ne sont pas contrôlés par la police ou par l'armée. Donc, ils sont là, ils sont au-dessus de la loi. Donc aujourd'hui, ces groupes armés, la milice Imbonerakure, est là pour faire peur l'opération qui n'est pas membre des partis au pouvoir. Donc c'est l'un des moyens de se maintenir au pouvoir, mais aussi de perpétrer leur pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, si l'opération était désarmée, ça serait le premier à être désarmé, ces milices-là. Mais et même si aujourd'hui le gouvernement dit qu'il a besoin de désarmer l'opération, il le dit, mais il ne le fait pas. Il y a la parole, mais les actions ne sont pas visibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grenades qui sont lancées, il y a des gens qui sont tués ici et là par les armes, et le gouvernement
ne prend pas de mesures conséquentes. Donc, c'est que derrière l'armement de l'opération, il y a l'intérêt politique du parti au pouvoir, mais aussi de ses acolytes. Mais dans le même temps, par exemple, demain, ce sont les élections. Est-ce que cette situation ne peut pas jouer contre le même gouvernement? Ça peut changer, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'opération est embrigadée par cette situation. Donc, il y a la peur panique, la peur généralisée au niveau de l'opération. Parce que si aujourd'hui, ils savent que là, il y a quelqu'un qui possède les armes, ils peuvent le tuer le soir. Donc, il y a une opération ça va aider pendant même les élections. Ils vont élire de peur d'être tués. Donc, c'est une situation qui doit changer par le pouvoir, non pas par la société civile ou par les médias. Parce que si aujourd'hui, les médias parlent, la société civile parle, il ne doit rien changer sans qu'il y ait une volonté politique, un engagement ferme. Pour terminer, François, est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement burundais puisse se ressaisir par rapport à cette question? Pour moi, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir du fait que même ce mois d'amnistie coïncide ou arrive au moment où plutôt la population veut s'armer. C'est au moment où la population veut s'armer parce qu'avec les élections de 2020, avec les tensions qui s'observent dans différents coins du pays, cela montre que la population veut plutôt s'armer que de se désarmer, et non le contraire. Donc franchement, il n'y a pas d'espoir. Mais je dirais aux jeunes, ce sont des jeunes qui sont armés, je dirais aux jeunes de préparer leur avenir, non pas d'être emportés par ces silhouettes des politiciens. Il faut qu'ils se ressaisissent, ces jeunes, et plutôt étudier et préparer leur avenir que de prendre les armes. Parce qu'il n'y a pas des jeunes qui ont pris les armes, de groupes armés qui ont proféré parce que ils ont tué, parce qu'ils ont fait quoi. Donc, il faut bannir, il faut éviter à ce qu'ils soient armés par ces politiciens. Merci pour ce conseil. Peut-être un conseil aussi à l'endroit des jeunes ou de ces groupes armés, Gervais? Surtout, il faut que la jeunesse évite la manipulation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations qui se font, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit parti pouvoir ou d'autres partis aussi. Parce que ne vous en faites pas. Aujourd'hui, l'opération est manipulée de tous côtés. Donc aujourd'hui, il faut que Donc il n'y a pas que le CNDD. Oui, il faut également si on voit sur le terrain, oui. Si on voit sur le terrain, il y a la jeunesse aujourd'hui qui est comme des chiens enragés. Donc ici on voit la situation entre le SNL et le CNDD-FDD, les Monacolais et les autres des SNL. Donc on voit qu'aujourd'hui il faut un engagement du gouvernement surtout. De bannir cette situation, parce qu'aujourd'hui, si on ne change pas, ça peut dégénérer et ça peut conduire... Est-ce que ça n'a pas déjà dégénéré? Ah oui, ça peut aller au-delà. Oui. Ça peut être pire. Oui. Espérons effectivement que le gouvernement puisse entendre vos voix, François et Gervais. Merci encore une fois pour avoir répondu présent pour cette 96e édition du Club de la Presse qui prend fin ici. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.